Allez, on se lance. Ouf, c'est fort ce truc. Bonjour à toutes et à tous. J'ai essayé aujourd'hui de. Je vais essayer d'en faire trois. Voilà, puisque je vais essayer d'en faire trois comme d'habitude, dont un premier qui est assez simple, qui est le premier que vous voyez, une annonciation de Tintoret. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi et vous montrer un truc dans cette annonciation. Et puis après, deux objets un peu plus compliqués. Enfin, un peu plus compliqués, non. Un second objet qui est un peu étrange parce qu'on le voit rarement. Et un autre objet où on va tenter de faire autre chose. Donc on verra les choses. Donc premier Filiconi pour aujourd'hui, le 67e Filiconi. Moi je voudrais vous parler d'un peintre, dont le Tintoret, Jacopo Robusti dit le Tintoret. Et je voudrais vous parler d'une œuvre en particulier de Tintoret qui est une annonciation qui date de 1585 et qui est incluse dans un immense programme iconographique qui est le programme iconographique de ce qu'on appelle la Scuola di San Rocco à Venise, qui est donc ce qu'on appelle une école, c'est-à-dire c'est une guilde au sens propre. Celle de San Rocco est une guilde très riche avec énormément de moyens. Et Tintoret a travaillé 23 ans à l'ensemble des décorations de cet objet. Ça, c'est le piano nobile, c'est le premier étage où toutes les œuvres sont de Tintoret. Celle dont on va parler est une œuvre plutôt de la fin de la carrière de Tintoret, puisque Tintoret est né en 1519 et il est mort en 1594. Donc on est 10 ans avant la mort. C'est donc ce qu'on appelle une œuvre de maturité. Il a 69 ans quand il va faire cette peinture. Et la peinture dont je vais essayer de vous parler, c'est une peinture qui est au rez-de-chaussée, donc en dessous ce piano nobile, le grand hall d'accueil de la Scuola di San Rocco. Et je vais essayer de vous dire des choses sur cette peinture parce qu'elle présente un certain nombre de problématiques d'interprétation. Vous dire en deux mots que Tintoret est né sous le nom de Jacopo Comine et qu'il s'appelait l'Il Tintoretto parce que son papa était teinturier. Donc voilà, c'était le petit teinturier, enfin le fils du teinturier plus exactement, et qu'il avait porté, on lui a donné le nom de Robusti parce qu'avec son frère, ils ont défendu une tour de la ville de Padoue pendant les guerres avec les guildes. Et c'est lui, enfin voilà, il a défendu cette tour et donc on lui a donné le nom de Jacopo Robusti, dit Detto il Tintoretto. Voilà. Et donc, c'est un personnage, il faut comprendre que c'est un personnage qui est un très grand arriviste. Ça, c'est une première chose qu'il faut comprendre. Il faut comprendre que c'est un génie de la peinture, en particulier pour une chose, c'est qu'on admet et on reconnaît chez Tintoret une qualité que nul autre n'a, qui est une rapidité. C'est une exécution d'une immense rapidité, ce qui lui fait produire des œuvres, notamment on sait qu'il a produit dans le Palais des Doges, ce qui est considéré encore comme aujourd'hui comme la peinture la plus grande au monde, qui fait 7,50 m sur 24,50 m, qui est une représentation du paradis. Et donc on connaissait de son talent une exécution extraordinairement rapide. L'autre chose qu'il faut connaître de Tintoret, c'est qu'il faut comprendre, puisqu'il est né en 19, qu'il meurt en 94, il va traverser le XVIe siècle, il va traverser un certain nombre de grandes problématiques, c'est-à-dire à la fois la Réforme, le Concile de Trente, la Contre-Réforme et le Baroque. Et donc ça va modifier évidemment un nombre incalculable d'éléments dans sa production artistique. Et donc ça veut dire que ce personnage, ce peintre, il faut à la fois l'inclure dans ce qu'on appelle la Renaissance vénitienne, mais surtout dans ce qu'on va appeler le maniérisme vénitien. L'œuvre que je vais vous montrer date de 1585, elle a été faite entre 83 et 85, elle est au rez-de-chaussée et elle initie un cycle complet autour de la Vierge. Et cette œuvre, c'est celle-ci. C'est donc techniquement, c'est une annonciation. C'est un grand format, hein, puisque c'est 4 mètres sur 5 mètres. C'est un format assez 5 mètres 50 même, c'est un grand format. Et c'est la première qui est derrière la petite guérite d'entrée où on achète les tickets pour la Scuola di San Rocco. Alors, techniquement, c'est une annonciation et en soi, comme annonciation, elle ne pose strictement aucun problème. C'est-à-dire qu'elle est dans la tradition la plus complète de ce qu'on appelle une annonciation. Vous avez donc l'avenue de l'Archange Gabriel, vous avez le Saint-Esprit, vous avez une ribambelle de chérubins, et vous avez la Vierge au moment particulier, puisque vous savez qu'il y a deux moments dans l'annonciation. Il y a soit ce qu'on appelle l'inquiettatio, soit ce qu'on appelle l'acceptatio, donc c'est deux positions particulières de la Vierge, soit au moment où elle s'inquiète du message de l'Archange, soit au moment où elle accepte. Là, on est dans une position de l'inquiettatio, puisqu'elle est dans une position de surprise par rapport à ça. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est un certain nombre de choses. C'est de comprendre quelle est la période où cette peinture est faite et qu'est-ce que ça implique dans la construction des motifs.
Si on se réfère au gigantesque travail de Daniel Arras sur l'Annonciation, on est à la fin du XVIe siècle, on est donc à l'extrême fin de ce dispositif iconographique. C'est-à-dire, en gros, techniquement, il faudrait dire quasiment on est sur... C'est plus à la mode. C'est-à-dire que l'Annonciation n'est plus un motif iconographique et qu'on est vraiment à la fin. J'avais fait il y a longtemps le premier Filiconi qui traitait un peu antérieurement, puisque c'est 1546, d'une Annonciation qui est faite par Domenico Beccafumi, qui présente aussi les mêmes problématiques de un motif usé, et donc on est sur un rapport à l'usure, et on est sur un rapport sur une fin d'un motif iconographique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous sommes à Venise. Venise est donc en Italie du Nord, pas très loin de Bologne, et que dans les mêmes périodes émergent un certain nombre de nouveautés, qui est la question de ce qui est porté à Bologne par les frères Carrache, qui sera le début de la grande école du début du naturalisme et du début du réalisme. Et qu'on va trouver évidemment dans cette nature morte à la fois ce qui est la fin d'un motif, c'est-à-dire l'usure et le délabrement même de ce qui est ce motif, dont on peut déjà mesurer les choses, notamment avec la colonne centrale qui est dans un grand état de délabrement, et cette question centrale qui est que finalement l'objet de la représentation n'est pas tant un problème de métaphysique, c'est-à-dire de représenter un objet théologique, mais le problème c'est de représenter quelque chose qui est lié à un état du monde et un état de l'usage. C'est-à-dire qu'on re-rentre dans cette idée que la peinture chrétienne n'est pas tant là pour montrer une scène religieuse, mais là pour montrer un état du monde et un état matériel de l'humanité. Et donc, on va avoir deux objets qui vont être centraux pour la compréhension de cette peinture, qui est d'un côté la colonne, qui est usée, derrière la chaise en paille, qui est elle-même usée, et surtout sur le côté, c'est-à-dire puisque ce tableau est divisé en un tiers, deux tiers, et que sur le tiers droit, cette représentation assez unique et assez archétypale de l'atelier de Joseph et de l'immense bazar de l'atelier de Joseph. On voit Joseph au travail, et on voit à la fois la pauvreté et le grand désordre de l'atelier qui est derrière, qui permet d'ailleurs la construction d'un fond de paysage derrière et d'une ouverture. On a donc cette annonciation totalement classique, rien de particulier, divisée en un tiers, deux tiers, et avec cette particularité, mais qui n'est pas délirant, la particularité de ce cercle d'Angelot dont on reparlera tout à l'heure. Cependant, deux remarques. Première remarque, on a un contraste entre la pauvreté de l'atelier de Joseph, la pauvreté du bâtiment, puisque le bâtiment semble, lui, littéralement en ruine, et l'idée que l'intérieur de la demeure était un intérieur encore en état et encore relativement de classe élevée, puisque vous avez des plafonds à caissons, vous avez un sol en carreau, et puis surtout, vous avez un lit à 3 matelas, un lit surélevé, et avec la question du baldaquin. Deuxième remarque, c'est si on prend cette question du baldaquin, on se retrouve vers une interrogation qui est très particulière et qui est unique dans cette annonciation, qui est le fait qu'on a deux problèmes de colonnes. Vous savez que dans les annonciations, la colonne qui est au centre du tableau, qu'on retrouve depuis le début de l'annonciation, c'est-à-dire dès le XIIIe siècle, dès le XIIIe, XIVe, vous savez qu'au centre, la colonne qui est au centre est la représentation du Saint-Esprit, systématiquement. Et donc, généralement, on remarque ça, par exemple, qu'on considère comme étant la peinture qui est le début de la perspective chez Ambrogio Renzetti. On voit les paroles de l'archange et de la Vierge qui passent devant et derrière la colonne centrale est la représentation du Saint-Esprit. Donc, ce qui veut dire qu'ici, on aurait la problématique de cette représentation du Saint-Esprit qui est dans grand état d'usure, puisque le bâtiment, c'est déjà une fausse colonne, puisque c'est une colonne, vous avez une structure en pierre qui est tenue par des étriers métalliques, et par-dessus, vous avez un appareillage, alors ce qui est relativement très commun à Venise, un appareillage en briques sur lequel on va rajouter du stuc pour donner l'impression qu'on a un truc un peu chic et qu'on a une colonne à peu près cohérente. Tout ça est en fort état de délabrement et tout ça est en déconstruction. Mais on a un deuxième problème qui est le problème de la tente. Alors ça, on renvoie, on en avait déjà parlé, si on se réfère par exemple à toute la tradition chez Piero della Francesca et notamment la Madonna del Parto, c'est-à-dire la représentation pour l'état parturient de la Vierge d'une tente dont la colonne centrale, c'est-à-dire le piquet qui tient, a disparu. Et là aussi, donc, on aurait deux figures étranges. On aurait la grande question qui est unique dans cette annonciation, de savoir où est le Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit doit être vu dans la colonne qui est en ruine, ou est-ce que le Saint-Esprit doit être vu dans cette colonne absente du baldaquin, exactement comme c'est Piero della Francesca. Et donc, on a cette espèce d'hésitation entre les deux,
et qu'évidemment, ça laisse le suspens à l'intérieur de cette œuvre. Et cette hésitation, en fait, elle ouvre cette œuvre à une dimension spéculative assez étonnante. C'est-à-dire que, on pourrait évidemment penser que le premier état, c'est un état sur une représentation naturaliste d'une scène, et qui est une scène de genre. C'est-à-dire que ce n'est plus une scène religieuse, mais c'est une scène de genre. Et deux, on aurait quelque chose d'assez étonnant qui dirait un déplacement très étrange de cette colonne centrale. C'est-à-dire, où est la structure spirituelle du tableau? Est-ce que la structure spirituelle du tableau est à l'endroit de la colonne? Et dans ce cas-là, ça veut dire que si c'est à l'endroit de la colonne, la structure spirituelle est en état de délabrement avancé. Donc, est-ce que c'est un commentaire sur l'état de l'Église? Est-ce que c'est un commentaire sur l'état de la réforme et de la contre-réforme? Est-ce qu'il y a une visée politique à l'intérieur de cette œuvre? C'est une grande question. Ou alors, sinon, on peut imaginer que la visée du Saint-Esprit est du côté de cette colonne absente dans cette grande tradition qu'on a depuis longtemps dans l'histoire de l'art. Ce qui laisse l'idée que cette annonciation est une des dernières dans l'histoire de l'art. Après, ça va devenir vraiment très très mineur et on va plus ou moins abandonner ce motif. On est donc à la fin d'un genre, totalement à la fin d'un genre. On est totalement à la fin d'un genre et on est à la fin du maniérisme, au début du baroque. Et dans ce début du baroque, on va reposer certaines questions qui sont des questions de l'usage du monde et de l'état du monde. Et que cette image, à mon sens, dit quelque chose de particulier. On est dans une scuola à Venise. Les scuolas sont des guildes, c'est-à-dire des endroits où on fabrique des tontines, on produit des tontines qui sont redistribuées en fonction des gens qui font partie de cette guilde pour pouvoir subvenir à des états de problèmes de maladie, problèmes de santé, problèmes de vieillesse, problèmes de chômage, etc. Et donc, il n'est pas improbable non plus que cette œuvre, qui est la première œuvre qu'on voit à gauche quand on entre dans la Scuola di San Rocco, qui initie le cycle de la vie du Christ et de la vie de la Vierge, que ça commence par cette chose-là. C'est-à-dire, étonnamment, qui prendrait en compte que l'Église, elle, est en état de délabrement, tandis que l'institution privée, elle, réadvient sous une autre forme et se maintient sous une forme beaucoup plus forte, puisque une scuola est un établissement privé à l'inverse d'une église. Donc ça pourrait être une hypothèse qui peut être controversée, mais en tout cas, il y a cette question centrale que on a deux choses rares, c'est deux colonnes, une colonne absente, une colonne présente, et deux, on a cette idée que c'est rarissime dans les peintures de l'Annonciation que cette colonne qui est censée représenter le Saint-Esprit soit dans un état de délabrement aussi fort que celle-ci. Conséquences. J'en ai une pléiade. Donc je vous dis pas le nom parce que comme ça évitera de vous terroriser, mais j'ai une pléiade de conséquences. Première conséquence extrêmement simple. Fin du processus de représentation de l'Annonciation. Cependant que on est encore à cet endroit-là dans l'idée d'une inquietatio. Ce qui est représenté, c'est une inquietatio. Ce qui ouvre évidemment dans le travail iconographique de Tintoret à une lecture très profondément angoissée de cette scène. C'est un moment d'angoisse et c'est un moment de... Voilà, il y a un équilibre qui est difficile et qui ne se fait pas. Deuxième commentaire, il faut considérer que c'est une œuvre de maturité, d'extrême maturité, puisqu'il a 69 ans quand il réalise cette peinture. C'est-à-dire que Tintoret a atteint un état de maturité assez fort et de célébrité assez forte. Et donc, cette œuvre, elle a lieu très exactement au moment où commence à être publiée à la fois à Milan pour la musique et à la fois à Bologne avec Paoletti, tous les traités qui vont redéfinir ce qu'on appelle la peinture et ce qu'on appelle l'art. Donc on est pile au moment de cette contre-réforme et où on va réinsister sur l'idée, puisque ce sera le travail de Paoletti dans son livre sur la nouvelle peinture, qui est que la peinture n'est pas là pour désigner un élément statique qui appartient au monde du divin, mais qu'elle est là pour désigner quelque chose dans l'espace du vivant et dans l'espace matériel du vivant. Et donc, il est fortement probable qu'on puisse penser cette œuvre totalement intégrée dans ce qu'on appelle la contre-réforme. La contre-réforme a eu lieu quelques 20 ans après, parce que la fin de la contre-réforme, c'est 62, et que le temps que les conclusions soient faites, dont Paoletti a été un des personnages qui a conclu ça. Troisième hypothèse, c'est donc de considérer que c'est une des dernières images de l'Annonciation, et qu'en tant que dernière image de l'Annonciation, exactement comme nous avions chez Beccafumi, où chez Beccafumi, c'était le rideau, la tenture qui était usée et effilée. Ici, ce n'est pas la tenture qui est usée et effilée. Ici, c'est la colonne qui est usée et qui est en ruine, et qui dit quelque chose, évidemment, sur l'état général, auquel il faut rajouter, évidemment,
la figure centrale, enfin centrale, pas centrale puisqu'elle est sur le côté, mais la figure extrêmement importante de l'atelier de Joseph. Ce qui signifie donc que la figure centrale de la tente et le baldaquin sans colonne est la représentation de l'incarnation et de la virginité. Et ça, on le retrouve évidemment chez Piero della Francesca. Ça, c'est un des filiconi que j'avais fait. Et donc, il y a donc une colonne qui représente ça, l'absence, une sorte de négation, un retrait, comme étant peut-être le dernier lieu de la vraie expérience spirituelle de Dieu. Alors que l'inverse, le reste, qui est celle de l'institution, qui est la première colonne qui est devant, elle est totalement effondrée, totalement en ruine et totalement abîmée. Deuxième chose qu'il faut considérer, c'est que, et c'est étonnant dans ce tableau, c'est l'opposition radicale et qui est marquée par cette colonne qui fracture le tableau en deux, c'est-à-dire deux espaces. Un espace physique qui est l'atelier technique de Joseph et un espace domestique qui est l'espace de la Vierge où va apparaître le processus métaphysique. Et donc ce qui divise les deux, c'est évidemment cette colonne en ruine. Point suivant, c'est de considérer évidemment que la colonne, elle va dessiner ça. Alors ça, c'est la structure du tableau avec les deux colonnes, évidemment, qui déplacent et qui mobilisent évidemment un regard sur les côtés. Et surtout, le tableau va se construire à partir de ce cercle, à l'intérieur duquel la première colonne est le centre et qui va mobiliser cette sorte de sphère oblongue, qui, elle, cette sphère oblongue, est la question de la cosmologie. Et cette cosmologie, elle suit évidemment le chemin des anges au-dessus, c'est-à-dire que la cosmologie, elle est appuyée sur l'angéologie qui est au départ. Et donc, ça veut dire qu'à partir de ça, on comprend bien les deux colonnes qui sont à deux endroits différents. Cette première, qui est celle évidemment du côté de l'institution et la question de la cosmologie qui est maintenue par l'Église, tandis que l'autre, avec cette colonne absence, sa négation, on est sur un espace qui est autre, puisqu'on est sur un espace matériel, humain et beaucoup plus immédiat. Autre commentaire qu'il faut apporter, c'est évidemment l'opposition assez radicale qui fait partie probablement des principes de ce réalisme nouveau, de ce naturalisme nouveau qui apparaît, c'est-à-dire l'affirmation d'un état de pauvreté. Donc on rend sensible un état de pauvreté qui est très contrasté et qui est très étrange, mais en tout cas entre la chaise, l'atelier et la ruine de l'espace. Qui est important de comprendre. Le point suivant, c'est de considérer, qui est l'avant-dernier point pour arriver à comprendre ce tableau, qui est de considérer qu'évidemment, on est à un moment d'une charnière picturale extrêmement importante, c'est-à-dire que la contre-réforme a eu lieu, le maniérisme ne tient pas, et on va rentrer dans ce qu'on appelle le premier baroque, et on va rentrer dans ce qu'on appelle le baroque des ténèbres, c'est-à-dire le baroque des tenebrosi, c'est-à-dire ce moment où, comme Tintoret le fait déjà depuis des années, on commence à travailler sur du fuscum sumnigrum, c'est-à-dire une toile qui a été badigeonnée de noir, et on va apposer la lumière dessus petit à petit sur le truc. Et que cette lumière, cette tension produit évidemment, dans cette période des ténèbres, une forme d'inquiétude très forte qui est renforcée par ce que je disais au départ, puisque cette image est liée à ça. Et puis rajouter à ça évidemment la question d'une réalité matérielle et d'une violence comme réalité matérielle. Et donc, avant-dernier point, il y a deux objets emblématiques, à mon sens, dans cette peinture, qui la renvoient et qui la projettent à une modernité assez incroyable, qui sera repris par plein d'autres peintres qui vont se servir de ça, qui est à la fois la ruine matérielle du bâti et la ruine matérielle de la chaise. Cette chaise-là, qui est juste devant le coffre avec l'ouvrage, cette chaise qui est défoncée, puisque la chaise, la paille sort de sous la chaise. On est sur quelque chose qui est à la fois la dégradation de la colonne, c'est-à-dire à la fois la dégradation de l'espace spirituel, mais aussi la dégradation d'un espace matériel. Et donc, conclusion de cet objet, dans la même lignée que ce qui était amorcé par Beccafumi, c'est-à-dire depuis déjà une trentaine d'années, on est dans l'histoire de la peinture à un moment, et dans l'histoire de l'image, à un moment de rupture, c'est-à-dire qu'on est à un moment où un certain nombre de motifs, un certain nombre de méthodes, un certain nombre d'objets ne sont plus tenables à cet endroit et qu'il faut reconfigurer vers autre chose. Et ce que montre, à mon sens, Tintoret, dans un endroit qui est politiquement fondamental parce que c'est une scuola, c'est-à-dire une des scuolas les plus importantes de l'époque, puisque le bâtiment avait été entièrement construit en 1550, c'est la scuola la plus prestigieuse de la ville de Venise à l'époque. On est dans un endroit qui est extraordinairement mondain et que ce tableau prend acte d'une figure
qui est à la fois celle de quelque chose sur l'histoire des images, parce qu'il y a un changement de paradigme, et à la fois celle d'un regard ou d'une dimension anthropologique ou sociale sur ce qu'est l'usage de la peinture et la nécessité de la peinture. Encore une fois, quelques années auparavant, Paoletti à Bologne publiera son grand traité sur la question des images, et la grande question de Paoletti disant l'image doit être simple parce que l'image doit dire quelque chose de l'état du vivant. Voilà pour ce premier filiconier.